Bonjour Raphaël Arnaud. Bonjour. Merci de nous accueillir, on est ici à l'Assemblée nationale dans votre bureau. Je pose toujours une première question avant de commencer, est-ce que vous voulez qu'on se tutoie ou qu'on se vous voit ? Comme ça vous va, ça te va? C'est vous qui choisissez, moi je veux... Avec tutoiement. Allez, on se tutoie. Parfait. On a presque le même âge en plus. Ouais. Raphaël, tu es député Oui. LFI NFP d'Avignon. Oui. Tu as 30 ans, c'est bien ça. Oui. Et les avoir. tu viens de les avoir. Donc Ouais, en janvier. D'accord. C'est quoi ta date de naissance ? C'est 8 janvier 95. Il paraît que tu voulais pas la donner pendant longtemps, ta date de naissance, c'est vrai ? Oui, en fait, comme toute information un peu personnelle, c'est vrai que je me mettais toujours un peu des pincettes parce que, voilà, ayant subi pas mal de menaces, d'attaques, tout simplement d'intimidation de la part de l'extrême droite. À plusieurs reprises, ils sont venus jusqu'à mon domicile, etc. Donc forcément, sans devenir parano, c'est juste qu'on fait d'autant plus attention. Voilà. Même si la date de naissance, on peut se dire que ça donne pas beaucoup d'indicatifs, mais ça en donne un de plus. Bon, de toute façon, maintenant que je suis député, le fait est, c'est que c'est des informations qui sont révélées publiquement. Donc, À 20 ans, tu te voyais député Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? C'est une succession d'événements politiques. Après, par contre, j'étais déjà très engagé politiquement à l'âge de 20 ans. J'ai commencé en réalité à l'âge de mes 15 ans à vraiment m'intéresser. Puis il y a eu ce déclic de voir des néo-nazis dans la rue faire des ratonnades racistes, notamment en 2010. J'en parle souvent lors d'interviews, mais il y avait des immenses manifestations à Lyon contre la réforme des retraites à l'époque sous Sarkozy. Ouais. Et en fait, il y a eu du coup des mobilisations de la part de l'extrême droite. Ils étaient 300 à 400 à attaquer frontalement la manifestation. Et notamment des groupes de jeunes en visant les non-blancs, avec des insultes racistes, sale bougnoul, sale nègre, etc. En faisant des ratonnades racistes et en faisant des saluts nazis et compagnie. Et c'est tout bête, mais on a 15 ans, on étudiait un peu ce que c'est le nazisme à l'école. On se dit quand même que c'est pas une super bonne idée comme projet politique. Ouais. Et puis on voit tout à coup des centaines de jeunes individus suprémacistes blancs qui reprennent tout ça et qui le réaffirment et qui en font un programme politique avec des idées qui sont portées des fois très haut dans les institutions. Et on peut le voir aujourd'hui avec les députés du Rassemblement national. Alors, on va en parler. J'ai aussi lu, parce qu'avant de parler de politique en tant que tel, j'ai aussi lu que Raphaël Arnaud, c'était pas ton vrai nom de famille. C'est pareil, c'est dans le même état d'esprit, ça veut dire. Exactement. Je veux un peu me protéger. Oui. D'accord. Oui. D'ailleurs, c'était rigolo parce que durant la campagne, il y a eu une interview de BFM TV. Ouais. Et il y a un monsieur, je crois que c'est un journaliste sportif de base, je me souviens plus de son nom, qui intervient et qui dit « Ah, mais on vous rendez compte, il a 7 noms de famille pour brouiller les pistes. » Bon, c'est absolument pas vrai. Je me suis toujours appelé Raphaël Arnaud publiquement. Ouais. Et puis ensuite, voilà, il disait qu'il y avait plein de surnoms. En fait, c'est dans les fichiers de police. Ouais. Je sais pas, il y a un moment, il y avait un truc, il y avait Raf. Bon, il y a un mec un jour en manif qui a dû m'appeler Raf, comme ça, il a dû noter. Il se fait appeler Raf. Ouais, c'est le diminutif de Raphaël, quoi, excusez-moi. Et Raphaël, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, mais oui, effectivement. Et d'ailleurs, comme Marine Le Pen, c'est pas son vrai prénom. Ouais. C'est le prénom, c'est Marion Anne Perrine. Ouais. Moi, c'est pour d'autres raisons. Je pense que c'est plus pour se donner un genre un peu plus prolo. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a... Et en fait, techniquement, moi, j'ai appris ça du coup durant l'élection, parce que la première fois que je me suis présenté, c'était en 2022. Je savais pas du tout qu'on pouvait changer le nom de famille, en fait. Tu t'es présenté dans le Rhône en 2022. Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Okay. Du coup, à ce moment-là, je me dis, je vais devoir mettre mon vrai nom de famille. Et puis en fait, lorsqu'on s'est renseigné, non, et c'est bien possible d'utiliser son nom qu'on utilise déjà dans les médias. Raphaël Arnaud, c'est marrant quand même. Oui, comme le milliardaire. Ouais, c'est ça. T'as fait exprès ou pas du tout ? Non, pas du tout. Enfin, après, on s'est amusé de ça, mais de base, non, c'était pas pour ces raisons. Mais c'est vrai qu'après, on s'est un peu amusé de ça, c'est rigolo. Peut-être qu'il y a des gens qui vont croire qu'on est de la même famille. Pas du tout. Mais pas vraiment, non. Sinon, je serais peut-être pas là d'ailleurs à défendre ce que je suis en train de défendre. Alors justement, on va en parler. Depuis quelques mois, tu es député ici à l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce que tu es content d'être là ? Est-ce que tu n'es pas déçu ? Est-ce que tu es surpris ? En fait, je m'attendais à rien. D'accord. Dans le sens, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je m'attendais à rien dans le sens où je me faisais pas de projection particulière. C'est juste un monde que je connaissais pas. La politique, ça, je connais bien. Ouais. J'ai des convictions, ça, c'est certain. Je suis très à l'aise dans ce que j'entreprends et dans ce que je défends. Ça, c'est peut-être une de mes facultés. Je suis pas le seul, par ailleurs, à être dans cette position à l'Assemblée nationale. Mais c'est que là-dessus, je sais que j'ai ma colonne vertébrale et ça bougera pas. Et alors forcément, des fois, j'évolue. Mais en tout cas, j'ai cet avantage-là, entre guillemets. Par contre, c'est vrai que le fonctionnement de l'institution, comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler, etc., tout ça, je ne le connaissais pas et je me faisais aucune projection, donc difficile à dire. Et l'ambiance entre vous ? Je dis ça pourquoi ? Parce que moi, je suis journaliste politique à la base. Et j'avoue que ça fait 10 ans que je suis journaliste politique à peu près. Parce que j'étais sur les chaînes politiques et tout. Et j'avoue que depuis 10 ans, je trouve que ça a complètement changé. Mais pour plein de raisons. Donc, même entre vous, pendant les questions d'actu à l'Assemblée, lors des textes, en commission, quelquefois, on voit des trucs qu'on ne voyait jamais avant.
Est-ce que tu as ce sentiment aussi qu'il y a une certaine méfiance et j'ai même employé le mot, une méchanceté entre vous quelquefois qui n'existait pas? J'ai pas envie d'utiliser le mot républicain parce que tout le monde utilise ce mot. Ouais. Voilà. Moi, j'étais pas là il y a 10 ans à l'Assemblée nationale, donc c'est vrai que c'est difficile à dire. Mais vous parlez entre vous tous ou les gens à qui tu parles pas, toi? Ah ouais, non, moi je parle pas au RN. D'accord. Déjà, il faut savoir, à l'Assemblée nationale, en réalité, il y a peu d'occasions de vraiment se parler, tout court, même avec d'autres groupes parlementaires avec qui je pourrais être beaucoup plus proche, par exemple, ne serait-ce que du NFP. Il y a peu d'occasions parce qu'en réalité, on est tout le temps en train de courir partout, entre les commissions, l'hémicycle, les réunions, les interviews, que sais-je. Du coup, on a beaucoup de travail qui fait que c'est vrai qu'on a peu le temps de réellement discuter profondément, politique au bon sens du terme. Après, il y a ce qu'on appelle du copinage, entre guillemets, ou d'autres personnes appelleraient ça de la bienséance, que sais-je. Et nous, le fameux esprit républicain dont je parlais. Et moi, je n'appelle pas ça l'esprit républicain lorsqu'on commence à vouloir copiner avec des fascistes, par exemple. Ah, attends, c'est intéressant. C'est un grand mot. Mais... C'est quoi le fascisme? Parce que toi, tu es antifasciste. Oui. Parce que souvent, on emploie ce mot, le fascisme. Voilà, c'est quoi le fascisme? Nous, on considère le fascisme comme étant un mouvement politique beaucoup plus large que seulement la dimension strictement historique des années 30, mussolinienne, hitlérienne, etc. Alors déjà, aujourd'hui, il y a des militants d'extrême droite qui se revendiquent ouvertement de ces mouvances-là. Mais même identitaires. Ouais, identitaire. Il y a aussi les mouvements ce qu'on appelle nationalistes révolutionnaires qui sont ouvertement néo-nazis, pétainistes, etc. Donc ça, on va dire, c'est pour les groupuscules militants les plus assumés. Et puis, il y a les autres qui cherchent à rentrer dans les institutions, type des grands partis comme le Rassemblement national, etc., qui ne se disent plus ouvertement fascistes, quoique quand même, il y a des symboles qui ne trompent pas. Rien que la flamme du parti, c'est une flamme fasciste qui a été reprise par les néofascistes italiens, etc. Qui n'est plus symbole aujourd'hui. Ils l'ont gardé. Et pendant longtemps. Justement. Mais non, mais ils l'ont gardé. D'accord. Ça, typiquement, c'est des choses qui montrent que la période a évolué, c'est qu'on n'y pense même plus. C'était la flamme italienne. Du Front National, la flamme du fascisme italien, etc. Le Front National l'avait repris. Lorsque Marine Le Pen change le nom du parti en Rassemblement National, elle l'a fait légèrement plus petite, mais la flamme est toujours là. Et en fait, donc attends, t'es en train de me dire que les députés RN, Marine Le Pen, le fascisme, en gros, pour définir, c'est l'autoritarisme, c'est imposer, c'est par la force, c'est quelquefois aussi séparer les populations les unes des autres par rapport à ce qu'elles représentent, ce qu'elles sont. Il faudrait rentrer un peu plus dans le détail. Bien sûr. Parce que le fascisme, c'est pas seulement l'autoritarisme. Par exemple, Staline, sous l'URSS, c'était un mouvement c'était un gouvernement, un mode de société politique ultra autoritaire. Pour autant, c'est pas le fascisme, mais c'était ultra autoritaire. Toute dérive autoritaire n'est pas forcément due au fascisme. Le fascisme, c'est quelque chose de beaucoup plus complet. Mais donc, c'était moins grave que Mussolini? En tout cas, c'est pas les mêmes dynamiques. Staline, effectivement, il n'y avait pas la volonté il a tué de massacrer ou personne aussi quand même. Non, mais avoir une critique sur ce qu'était Staline et l'URSS, oui, je fais partie d'une tradition politique où oui, on a toujours critiqué. Et d'ailleurs, certains d'ex-dirigeants communistes se sont fait massacrer par Staline, auxquels on se revendique. Donc on sait bien ce que c'est que l'erreur que ça a été que l'URSS de l'époque stalinienne. Mais là n'est pas la question. En tout cas, c'est incomparable parce que c'est pas les mêmes dynamiques, c'est pas la même volonté politique, c'est pas les mêmes c'est les mêmes lignes politiques. C'est les mêmes finalités. Le fascisme, Raphaël, c'est les mêmes finalités. Non, absolument pas. Pas dans les idées, mais dans les résultats. C'est les mêmes finalités. C'est-à-dire qu'on met de côté des gens, on les tue ou on les met de côté parce qu'ils représentent pas le système qu'on a envie de représenter. Mais dans ce cas-là, on pourrait dire la même chose du capitalisme. Ça n'a aucun sens de voir les choses comme ça. Il n'y a pas de mort sur le capitalisme. Il n'y a pas de mort sur le capitalisme. Non, mais aujourd'hui, le nombre de morts chaque année alors qu'on pourrait par rapport au les travail. questions de la faim. Oui, mais de fait, le fait est, c'est que c'est une idéologie assumée qui explique que... C'est des dictateurs. Tant Mussolini que Staline, ce sont des dictateurs. Alors, en tout cas, oui, c'est des régimes ultra-autoritaires qui font que, oui, effectivement, c'est des régimes dictatoriaux. Mais en fait... pour vraiment comprendre ce qu'est le fascisme, il faut le prendre à la souche et véritablement comprendre sa dynamique. Systématiquement, le fascisme, encore une fois, c'est un mouvement qui n'appartient pas seulement aux partis politiques qui s'en réclameraient, ou qui s'en réclameraient pas d'ailleurs. C'est un mouvement politique beaucoup plus large et qui ressurgit systématiquement, c'est toujours la même chose, en période de crise économique, qui sont inhérentes au système capitaliste, comme dans les années 30, qui débouchent généralement sur des crises sociales, parce que les gens se retrouvent dans la galère, et quand les gens se retrouvent dans la galère, tout à coup, ils se retournent vers les élites politiques, vers le système institutionnel, et démontre que justement ce système ne fonctionne plus. Et c'est systématiquement dans ces périodes-là que l'extrême droite repointe le bout de son nez en disant nous, on est peut-être une solution. On est peut-être une solution à la fois pour faire perdurer ce système économique et social, dans le sens de l'exploitation salariale, etc., qu'il y ait des gens qui s'engraissent toujours plus par profit capitaliste, etc., mais en durcissant radicalement le système, et notamment par ses institutions. Les fascistes pensent sincèrement que
la police n'est pas assez répressive, que le système judiciaire n'est pas assez répressif, et c'est ce qu'on entend systématiquement. Il y a une remise en cause profonde des institutions. Lorsque Donald Trump finit son investiture, la dernière investiture, son dernier mandat, il y a l'attaque du Capitole. Lorsque Bolsonaro... D'ailleurs, il a gracié les gens. Oui, il demande de gracier. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait là. Oui, il l'a fait. En tout cas, c'est l'une de ses premières décisions par décret. Voilà, les milices d'extrême droite, quand même, il y avait des néo-nazis, il y avait des complotistes qui attaquent le Capitole, qui est quand même l'équivalent de l'Assemblée nationale. Ça nous indique tout. Mais donc, c'est que ces gens-là sont prêts. Et en fait, c'est à la fois c'est une défense claire du système capitaliste au sens de son exploitation, etc. Mais à la fois, le fascisme, c'est ce mouvement très particulier qui fait que le capitalisme, quand il est en période de crise, c'est une manière de durcir radicalement, avec toujours plus de racisme, toujours plus d'antisocial, et de ne laisser plus de place ni à la démocratie, ni au principe de paix, à tout ce qui nous anime, et à la solidarité. Il y a des fascistes à l'Assemblée nationale ? Oui, je pense. Oui. Moi, je pense que c'est bien de les appeler comme ça. Ce sont des fascistes parce qu'ils participent au mouvement fasciste, ils participent à son élaboration. Lorsqu'il y a des gens... C'est qui les fascistes à l'Assemblée nationale ? C'est le Rassemblement national. Mais ça veut dire qu'il y a 11 millions de Français qui sont fascistes aujourd'hui, qui ont voté pour eux ? On vient de dire quoi là ? On vient de dire des gens à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas dire les votants. Mais ceux qui votent pour eux. Oui, mais c'est très important. Oui, mais alors attends, moi je suis persuadé que le bloc. C'est quand même fou de. Enfin, moi je trouve que c'est fou de dire ça quand on est un homme politique. Moi je trouve ça très honnête. Je respecte. De le dire. Un peu. Je respecte. Mais je trouve ça fou de dire ça quand on est un homme politique et qu'on veut convaincre d'un projet de société à faire ensemble. C'est quand même pas le rôle d'un homme politique. Mais en fait, c'est ce qu'on nous a répété durant des années, des décennies et des décennies. On nous a dit, mais attendez, vous pouvez pas dire fasciste, alors que des ex-nazis, des ex-Waffen-SS, des ex-miliciens ont créé de nouveaux partis. À ce moment-là, on nous disait non, mais quand même, on ne peut pas les traiter de fascistes, vous vous rendez compte, il ne faut pas diviser, il ne faut pas machin. Ouais. Lorsque leurs militants, on en parlait tout à l'heure, lorsque leurs militants font des saluts nazis en plein meeting, on en a vu des tas lors des meetings d'Éric Zemmour, aussi du Rassemblement national à plusieurs reprises, des militants néofascistes distribuer leurs tracts, etc., etc. On nous a dit ouais, mais attendez, quand même, vous ne pouvez pas traiter tout un mouvement de fascistes, etc. Et puis lorsque là, il y a Elon Musk qui tape un grand salut nazi devant la face du monde. Lorsqu'il y a l'investissement. Alors il y a différentes interprétations. Oui, et c'est vrai qu'on l'a vu. Moi, ça suffit. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Je veux dire, il faut quoi ? Il faut qu'ils remettent des. Et même lorsqu'ils remettront des uniformes de nazis, imaginons un jour, on nous dira ouais, mais il faut comprendre, c'est de la provocation, c'était machin. Il faut arrêter. Le gars tape un grand salut nazi parce qu'il dit ça part du cœur. Oui, ça part du cœur. Effectivement, lui, je pense qu'il y croit. Ça vient de son cœur. Ça tout droit. On a bien compris. Non, mais il y a plein d'interprétations, mais c'est vrai que le je pense qu'il faut les appeler. Incroyable. Faut arrêter de tergiverser. Faut arrêter de nuancer. Faut arrêter de divaguer. Faut les appeler comme ils sont, comme ce qu'ils ont toujours été par ailleurs, oui, alors effectivement, ils sont malins, ils sont pas bêtes. Au sorti de la Seconde Guerre mondiale, les résistants et résistantes de ce pays, mais pas que de ce pays d'ailleurs, dans tout le monde occidental, ont réussi à imposer le fait qu'il n'était plus possible de revendiquer le fascisme. Ça, c'est notre héritage. C'est l'héritage de Missak Manoukian, c'est l'héritage du Parti communiste français, c'est l'héritage de la CGT. Ouais. C'est notre héritage qui avons imposé au champ médiatique et politique le fait qu'il était impossible de se revendiquer de cette mouvance-là. Aujourd'hui, ils reviennent effectivement de façon mais t'es d'accord plus ou moins officielle. Que le fascisme, c'est aussi passé par la force pour imposer des idées ou pas ? Il est arrivé comment, Adolf Hitler, au pouvoir ? Il a été élu. Il a été élu. Il a été élu. Voilà. Mais ça serait bien de ne pas l'oublier. C'est que, à la fois, le fascisme. À la fois, le fascisme s'impose par la force. Oui, bien sûr. Okay. Mais c'est pas quelquefois. C'est que, en fait, c'est toujours un tour de force qu'opèrent les fascistes. Évidemment qu'il y a toujours de la force et de la violence. Est-ce qu'il faut répondre à la force ? Est-ce qu'il faut répondre à la force par la force ? Moi, je pense qu'en tout cas, il faut être ferme. Je ne sais pas si le terme force est approprié. En tout cas, il faut être ferme dans la période. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnalités, notamment comme Jean-Luc Mélenchon. Je pense sincèrement qu'elles font du bien. Et que d'ailleurs, c'est Bernard Tapie qui disait ça dans une interview à BFM, même si Bernard Tapie. T'aimes bien Bernard Tapie ? Je le suivrai pas sur toutes ses obédiences politiques. N'empêche qu'à ce moment-là, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit le jour où il n'y a plus Jean-Luc Mélenchon, vous allez pleurer. Parce qu'il n'y aura plus beaucoup de personnes pour s'opposer réellement au Rassemblement national. Et il dit ça il y a quelques mois ou il y a quelques années, en sachant que déjà la dynamique est en cours. La dynamique fasciste est en cours et que tout à coup, lorsqu'il y a quelques années, on disait mais attendez, quand Jean-Marie Le Pen va mourir, ah mais là ce sera trop. Évidemment que les gens vont pas aller lui rendre hommage, etc. Mais alors, là on est dans cette période. On est pile dans cette période. Alors, ça, c'est intéressant. Mais en revanche, voir des gens aller sur la place de la République fêter sa mort, tu trouves ça normal ? Moi je m'y suis pas rendu. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'anime particulièrement parce que il y a toujours l'histoire de la mort d'un homme, etc., etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je fêterai la mort du fascisme en tant que mouvement politique. Comme on l'a fêté à la Libération en 1945, je fêterai la mort du fascisme lorsque il n'y aura plus des programmes politiques racistes, ultra-autoritaires et tout ce qui va avec. Ça, oui. Par contre, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que notamment les sphères médiatico-politiques passent plus de temps à zoomer des jeunes qui finalement quand même
célèbre le fait qu'il faut lutter malgré tout dans ces mouvements-là contre le fait que les néo-nazis soient revenus et ont réimposé leur programme, leur parti, etc. Plutôt que le fait de voir qu'il y ait toute une partie effectivement de cette même classe politico-médiatique qui est capable de rendre hommage à Jean-Marie Le Pen. Il est là le véritable effroi. Mais les deux, chose qui devrait nous inquiéter. Mais non. Mais les deux. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus en tout cas. D'accord, mais de se dire que pareil, les jeunes vont manifester pour célébrer la mort d'un homme. Et je suis d'accord de l'autre côté, voir des personnalités politiques de premier plan, ça serait jamais arrivé il y a 3 ans. Typiquement, le voir au premier rang et même se battre pour être au premier rang d'un hommage rendu à Jean-Marie Le Pen. Est-ce que les deux, ça ne dit pas quelque chose de notre société qui dit que les extrêmes, finalement, je vais peut-être t'énerver, que les extrêmes sont en train de gagner? Ça t'énerve si je dis qu'elle est fille, c'est l'extrême gauche? Je trouve que c'est pas vrai. Pour le coup, moi j'ai milité dans différentes sphères. Je peux vous assurer qu'elle est fille, c'est pas d'extrême gauche. Il faut plutôt aller voir du côté de lutte ouvrière, du NPA, d'ailleurs, qui l'assume plus ou moins, le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou. Ça, c'est l'extrême gauche pour moi. Mais des gens qui radicalement LFI disent qu'il faut la révolution, qu'il faut changer de système. Ça, c'est l'extrême. C'est ce que dit LFI. Mais non, la 6ème République. C'est pas un extrême de dire qu'il faut une nouvelle changer de système. C'est changer de système. Mais non, c'est pas changer de système radicalement de quand même. Compte. Mais si tu dis qu'il faut une constitutionnelle, qu'il faut pouvoir révoquer les élus à certains moments. En reprenant l'héritage de la Révolution française, en reprenant toutes ces thématiques, non, LFI n'est pas d'extrême gauche. D'ailleurs, il y a le Conseil d'État qui a tranché, parce que là, on est là à divaguer, etc. Le Conseil d'État a tranché. Rentrer là-dedans parce qu'on sait très bien comment il a tranché. Le fait est que effectivement, LFI n'est pas d'extrême gauche. Et n'importe quelle personne. Et le RN d'extrême droite. Activement. Le RN d'extrême droite est fasciste. Évidemment. Okay. Pour les raisons que j'ai expliquées juste avant. J'entends, je comprends, j'entends, mais en fait, pas forcément. Cette espèce de truc de dualité d'extrême, moi j'avoue que ça m'agace fortement parce que c'est comme on nous a dit à un moment, et je sais qu'on a subi ça, nous, en tant qu'antifascistes, durant des années dans les médias, de nous mettre sur le même plan que les fascistes, finalement, les antifascistes seraient un peu l'équivalent des fascistes. Ouais. C'est presque une guerre de bande entre les deux, etc. Mais je veux dire, tout nous oppose. C'est en termes d'idéologie, de programme politique, de projet politique et même de pratique. Enfin, je suis désolé, retrouver des gens de notre camp qui ont déjà été condamnés pour agression au couteau, vous en trouverez pas beaucoup. Retrouver des gens de notre camp qui sont arrêtés pour projets terroristes, comme il y en a toutes les 3 semaines en France dans ce pays, des gens qui sont arrêtés parce qu'ils menacent d'attaquer à la bombe des mosquées, et des fois même le réalisent, d'attaquer des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon, même jusqu'au président. Ça, vous en trouverez pas. Donc on arrête de nous faire croire qu'il y a des extrêmes qui se valent. Ce n'est pas vrai dans ce pays. Il n'y a pas de projet d'attentat terroriste à l'extrême gauche. Par contre, des projets d'attentat terroriste à l'extrême droite, oui, il y en a. Il y a même des gens d'ailleurs qui participent, notamment du Rassemblement national, je tiens à le rappeler, à faire des pactes avec Daesh, notamment à travers Lafarge. Vous savez, dans les tractations. Voilà. Ça, ce genre de truc, ça passe tranquille, quoi. Moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire parce que j'ai aussi des camarades antifascistes qui sont partis typiquement lutter Daesh dans un projet antifasciste. Et là, on va nous dire quoi? Les extrêmes se valent? Les Kurdes et Daesh, c'est la même chose? J'ai pas dit ça. Ah non. Non, mais j'ai pas dit ça. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais c'est la même réflexion. Mais c'est exactement la même réflexion quand on disait les deux extrêmes se valent, etc. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je t'ai dit, est-ce que LFI extrême gauche? Je réponds pas forcément à toi, je réponds à ce qu'on entend quand je dis ça. Juste, excuse-moi, sans transition, mais tu dis, condamné, machin, je suis désolé, je vais en parler, t'es fiché S. Enfin, t'es plus fiché S, t'es fiché S. Je sais pas parce qu'en fait, je peux pas le savoir. C'est justement le propre de la fichesse, c'est que ça appartient au service de renseignement, de police, que nous, on n'y a pas accès. Alors pourquoi tout le monde dit que t'es fiché S? Parce que, a priori, il y aurait certains policiers qui auraient fait circuler à certains médias, évidemment, vous vous doutez, pas très à gauche, qui ont relayé cette information. Alors, moi, au début, d'ailleurs, je me pensais que c'était un peu pas un canular, c'est pas vrai, mais je me demandais si c'était pas une façon de distraire la campagne politique, et même, j'ai pensé à un moment que ce n'était pas le cas. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le cas, parce qu'en discutant avec beaucoup de journalistes qui m'ont dit, bon, l'info est quasiment certaine, même si on pourra jamais être sûr et certain, en tout cas... Alors, attends, juste pour rappeler les faits, t'es présumé innocent. Oui. Puisque t'es en appel, t'as été condamné pour violence en réunion à Lyon, si mes informations sont bonnes de ce que j'ai lu, et donc là, t'es en appel, donc t'es encore présumé innocent. Oui. C'est pour ça que t'aurais été fiché S? Non, je pense pas. Et puis bon, pour revenir sur cette affaire très brièvement, c'est juste hallucinant. C'était une journée où il y avait 80 néofascistes qui ont attaqué un rassemblement lesbien à Lyon. Nous, on se trouvait effectivement autour à plusieurs militants, etc. Et dans la rue, effectivement, je croise un militant que je pense est d'extrême droite. Du coup, je l'interpelle. Je lui demande s'il est au téléphone avec des néo-nazis qui viennent d'attaquer. Et sur ce, il porte plainte. Bon, il n'y a pas de coups. Il n'y a pas eu de bagarre. Mais non, il n'y a pas eu de bagarre. Et chance pour moi, il y a une caméra de vidéosurveillance. Mais pourquoi t'as été condamné alors?
J'ai été condamné parce qu'il a été trop chahuté. Le gars est allé voir le médecin, il dit qu'il avait un jour d'ITT parce qu'il avait une égratignure sur le coude. Alors, je sais pas quel coup il faut pour Et avoir avec une la égratignure caméra, sur le ils t'ont coude. quand même condamné en disant... Oui, c'est pour ça qu'on fait appel, parce qu'on trouve ça dérisoire. Et dans le même temps, on a des militants d'extrême droite qui sont capables de donner des coups de couteau à plusieurs en lynchant Mais ils sont condamnés. d'autres jeunes. Ils sont condamnés, mais des fois risiblement. Et des fois, on est quand même pour des coups de couteau, notamment à la gorge. On a eu 6 mois de sursis. Non, mais 6 mois de sursis pour des coups de couteau à la gorge. J'entends. Mais Effectivement, là, que c'est moi cette je sois histoire. condamné dans ce truc-là, qu'on vienne. En gros, moi, ce qu'on peut le plus le reprocher, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé la police au lieu d'aller lui demander au jeune homme si. Ils disent que si il tu était avais demandé son droite, etc. téléphone pour Ouais, regarder... mais non, c'est n'importe quoi. Justement, j'ai demandé au téléphone qu'il avait au téléphone parce que il était en conversation téléphonique, il était un peu agité, on va dire ça comme ça, à la vue de me croiser. Et du coup, je lui ai dit, mais attends, t'es au téléphone avec les nazis du violon là qui viennent d'attaquer. Si c'est ça, il n'y a pas lieu d'être, quoi. C'est pas possible, en fait. Et là, à ce moment-là, ce qui m'a été beaucoup reproché dans ce procès, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé la police pour faire ce travail-là. Bon, j'entends, mais je veux dire, Il justement... n'y a pas eu de coup. Mais non, mais justement... Ça touche pas la justice, c'est pas moi de juger. J'entends. Ce procès, du coup, finalement, je sais pas quand il aura lieu cet appel, mais finalement, c'est un peu une aubaine pour moi. Parce que tout ce qu'on a pu entendre sur Raphaël, il est violent, machin, c'est un peu une aubaine, parce que justement, ce procès prouve, et justement aussi grâce à des images de vidéosurveillance, que je ne suis jamais tombé là-dedans. Je suis jamais tombé dans le truc, ça aurait été très facile pour moi. Allez, hop, vas-y, on va le bastonner, on va le massacrer, etc. Je ne suis jamais tombé là-dedans. Donc les images, il n'y a pas d'image... Si je m'étais retrouvé face à des militants d'extrême droite seuls dans la rue, oui, je pense que les coups auraient plu et plutôt 2 fois qu'une. Donc Ah ouais. Bah oui, même ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver face à des militants d'extrême droite qui me sortent des couteaux. Enfin, ça, c'est un truc. Ah ouais Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est pas drôle de militer contre l'extrême droite. Lorsqu'on est aussi engagé, lorsque je mets autant d'énergie à dénoncer le fascisme sous toutes ses coutures, et notamment ici à l'Assemblée nationale, avec leurs représentants, leur grand parti qu'est le Rassemblement national, c'est parce que c'est pas drôle. C'est vraiment des choses qu'on vit depuis des années à Lyon. À Lyon, je vous invite à faire un petit tour si vous avez l'occasion, à aller sonder un peu ce que c'est véritablement pour celles et ceux qui en doutaient, ce que c'est qu'une extrême droite vraiment implantée et qui est capable d'agir de façon forte et violente. Oui, j'invite à faire des petits stages à Lyon. Ça rebooste un petit peu dans ses convictions antifascistes. Tu vas quitter X ou pas ? Non, c'est un peu la bonne question du moment là. Ouais. Mais c'est une question légitime en soi. Est-ce qu'on participe pas plus en y restant ? Est-ce qu'on combat mieux l'extrême droite et les dérives notamment d'Elon Musk On en en parlait restant sur X ? C'est une vraie question. Pour être honnête, j'ai pas la réponse absolue. Je pense que t'as pas envie de quitter X aujourd'hui ? Je pense que chacun des arguments se valent, mais je pense qu'aujourd'hui, stratégiquement, il vaut mieux rester sur X. Je le pense. Parce que déjà, on voit bien que la majorité des plateformes sont en train de se radicaliser de façon générale, mais comme toute l'ère politico-médiatique de façon générale, c'est pas que les réseaux sociaux. On a vu ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur des chaînes comme CNews ou d'autres. Tu vas sur CNews ? Chaîne de Vincent Bolloré. C'était une question. CNews, ils m'ont jamais invité. Ils ont beaucoup parlé de moi, mais ils m'ont jamais invité. Et ça a été une vraie question en réalité, de savoir si on s'y rend un peu comme sur X là. C'est une vraie question stratégique. Est-ce que ça vaut le plus le coup d'aller les combattre, même sur leur plateforme, même là où ils se sentent le plus à l'aise, etc., ou de délaisser ce terrain-là en se disant de toute façon ça vaut pas le coup, mais en laissant la possibilité qu'il n'y ait plus qu'une voix qui sorte. Mais justement, tu trouves vraiment qu'il n'y aura qu'une voix qui sort de X ? Moi je pense qu'aujourd'hui que non, parce que justement il y a encore tout un tas de personnes, notamment des jeunes qui sont sur ce réseau social X, et tout nous démontre à travers différentes initiatives que dans la jeunesse c'est à contre-courant. Il y a une déconnexion entre ce qui se passe là-haut avec les grandes puissances économiques, milliardaires, etc., qui sont eux complètement à la dérive, ils nous entraînent dans le précipice. Il y a chez toute une partie de la jeunesse une déconnexion de ce monde-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et des initiatives, notamment, là, il y a eu le Stream for Humanity récemment par des streamers. Il y a eu le match de foot, effectivement, qui a été à la fin. Mais en tout cas, c'est c'est des initiatives qui se révèlent en autonomie de tout ce qui peut se passer là à l'Assemblée nationale, dans les médias, peu importe. Ils s'organisent par eux-mêmes, tant mieux. Il y a toute une partie de la jeunesse, on sent bien, qui suit ces initiatives. C'est ça aussi qui est intéressant sur X. Ouais, mais sur X aussi, par rapport à d'autres médias, typiquement, il y avait le fact-checking qui était fait sur les médias de Meta, où c'était franchement pas très objectif quelquefois. Sur X, il y a quand même les notes qui fonctionnent pas trop mal, au final, et qui permettent de rectifier des conneries qui peuvent être dites certaines fois par des personnalités lambda. Est-ce que c'est pas aussi ça, le fait de dire il faut laisser la parole à tout le monde ? X, après tout, ça laisse la parole à tout le monde, et si tu veux corriger, tu corriges. C'est pas pour ça aussi que tu hésites à partir ? En fait, la problématique qu'on a, c'est que c'est vrai que le système de notes, sur le principe, il marche pas trop mal, franchement. Il est pas si mal, pour le moment. Je dis bien pour le moment.
parce que déjà, il y a quand même une opacité autour des algorithmes de Twitter. Ça, c'est une réelle bataille. Hein. Elon Musk, à plusieurs reprises, lui qui nous parle sans cesse de liberté, de société wokiste qui censure, etc., bah, ça a été le premier à censurer des journalistes aux États-Unis. Il y a plusieurs journalistes, grands journalistes, qui étaient très suivis, notamment sur Twitter, qui ont été censurés, bannis par Elon Musk. Parce que ça leur a pas plu qu'il enquête un peu sur lui, qu'il vienne un peu le titiller, etc. Donc en fait, moi je pense qu'on est pile dans cette période où on est en phase de transition. Encore une fois, il y a les fascistes qui essaient de nous entraîner dans le précipice. On est en phase de transition. Alors, mais c'est marrant. Si on supprime un réseau social comme X, c'est du fascisme aussi. Mais non. Mais non. Bah, ça veut dire qu'on ne veut pas entendre une certaine partie de la population qui parle. Oui, mais quand on a interdit le fait que des gens puissent faire des saluts nazis dans l'espace public, vous trouvez que c'était du fascisme à la sortie de la guerre? Non, mais attends, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que... Mais pour quelle raison? Non, mais parce que ça veut dire que là, tu peux corriger, non, mais si, tu peux en partir. S'ils ne respectent pas notre constitution et notre démocratie, oui, effectivement, je pense que ça s'envisage. Mais moi, je pense qu'il faut ça en France. Mais sauf que, je vous avoue, je compte pas sur Emmanuel Macron pour imposer ce bras de fer à Elon Musk. Je compte plus sur des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou d'autres. Oui, ça, on a compris. Mais comment tu te définirais Emmanuel Macron? C'est pas un fasciste? Non, mais ça pourrait le devenir. Ah bon? Bah oui, parce que en fait. Ah, tu vois, en disant ça, je trouve que ça enlève de la crédibilité. Bah ouais, mais c'est ça aussi le problème, c'est que c'est pas pour te manquer de respect. Hein. Non, pas à toi personnellement. On se parle. C'est qu'on a une classe médiatico-politique qui malheureusement manque cruellement de ressources historiques, de ressources politiques aussi, mais j'entends ça au bon sens du terme. Typiquement, comment est arrivé le fascisme dans les années 30? C'est pas arrivé d'un claquement de doigts, comme ça, il y a 2-3 nazis qui étaient un peu excités, oh là là, les méchants qui ont pris le pouvoir. C'est toute une classe politique qui leur a laissé la place. Pour justement répondre à une crise. Et il y avait un terrain favorable avec des guerres avant en Allemagne. Oui, non mais d'accord. Alors, ce qui fait qu'il y avait un niveau de violence extrême dans la société, ça, sur la montée du nationalisme, ok. N'empêche que ceux qui leur ont laissé la place, qui a laissé la place à devenir, à Hitler, à pouvoir être chancelier? C'est toute une classe politique qui n'était pas proprement fasciste, qui leur ont laissé la place. Et d'ailleurs, un des arguments à l'époque, et ce qui nous a fait peur, c'est que dans le gouvernement Macron, il y avait un peu des voix similaires, c'était de dire, finalement, on va lui laisser le pouvoir. À l'époque, c'est ce qui se disait pour Hitler, parce que c'est tellement des banques, c'est tellement des gens qui vont pas réussir à tourner le pays, c'est tellement des gens qui vont pas réussir à tenir la barre, etc., qu'on leur laisse le pouvoir pour qu'ils se cassent la gueule et comme ça, après, on reprend. Et il y a un peu cette idée-là. Je suis désolé, je t'écoute depuis tout à l'heure, mais alors là, je trouve ça ouf de dire ça. Et c'est pas pour manquer de respect non plus, c'est une conversation qu'on a, mais de comparer le mode de pouvoir d'Adolf Hitler avec le mode de pouvoir d'exercer le fait d'exercer le pouvoir d'Emmanuel Macron. Non, attends, je suis en train de te dire Emmanuel Macron devient Hitler. Hein. La classe politique dire on va lui laisser le pouvoir. Il y a toute une partie de personnalités politiques avant que Philippe Pétain arrive au pouvoir, ils étaient affolés par l'arrivée du fascisme. En tout cas, ils se le disaient. Et puis lorsque Philippe Pétain arrive au pouvoir, tout à coup, c'était plus trop un problème. Et finalement, ils ont participé à tout ça. Et dans les administrations, que ce soit dans les préfectures, que ce soit dans le gouvernement de Pétain, etc. Il y a tout un tas de gens. C'est pour ça que je dis que vigilance dans ce monde-là. Elon Musk, il y a quelques années, il disait pas ce qu'il dit aujourd'hui. Elon Musk, même il a été capable, je suis pas sûr, mais je crois qu'il avait appelé à voter Barack Obama. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, Elon Musk n'était pas dans cette dynamique-là. C'est pour ça que je répète ce que j'ai dit en introduction, le fascisme, il faut le considérer comme étant un mouvement politique, comme un rouleau compresseur qui avance comme ça et qui entraîne tout un tas de personnes qui, de base, n'étaient pas fascistes et que peut-être que sur le coup, ne s'en rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Mais le fait, en laissant la porte à l'extrême droite, en leur laissant parler, il y a une séquence en Belgique qui est folle. Il y a une séquence en Belgique qui est folle, il y a une journaliste de TPMP, je me souviens plus encore une fois de son nom, qui se fait reprendre par un journaliste en Belgique et qui dit « Mais en fait, nous, on n'a pas d'extrême droite sur les plateaux. » Et elle est scotchée en mode « Ah bon ? » Ben oui, il n'y en a pas. Et ça, en fait, ça paraît presque fou dans la période. Alors que, mais Raphaël, il y a 11 millions de personnes. Mais on a laissé 11 millions de personnes se diriger aussi vers tout ça. Mais tu peux pas dire ça. Mais si, je le dis parce que c'est comme ça que ça s'est procédé. Il y a quelques années, Jean-Marie Le Pen était interdit de passer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rassemblement National, aujourd'hui, il parle à des gens, il a la parole de leur parler, il a la parole de les entendre, de les comprendre. Mais juste, je comprends en fait qu'il y a des gens qui puissent être malheureux et qui puissent voter pour eux. Et c'est ça que je suis en train de dire. Et la réponse d'un homme politique ou d'une femme politique, ça serait d'essayer de comprendre pourquoi ils votent pour eux et essayer d'aller les chercher, de les récupérer. Pas de dire il faut pas les laisser parler. On met la poussière sous le tapis et voilà, c'est bon, vous avez tort et fermez votre gueule en gros. Et puis venez voter pour nous ou alors on vous considère pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à l'après-guerre. À la Libération, c'est exactement ce qui s'est passé. L'extrême droite n'avait plus le droit à la parole, n'avait plus le droit d'exister politiquement, comme ça se passe aujourd'hui en Belgique. Et c'est ce qui fait qu'en Belgique, quel est le résultat aujourd'hui dans la partie Wallonie, c'est qu'il n'y a pas d'extrême droite électorale. Ouais. Il n'y en a pas. Non mais véritablement, il n'y en a pas.
Alors, je dis pas que la situation est merveilleuse internationalement, puisque malheureusement... Et puis c'est surtout pas la même population, c'est pas la même culture aussi. Malheureusement, la Belgique n'est pas seule dans tout ça. Par contre, il y a un truc aussi qui m'agace un petit peu, c'est cette espèce de truc, et d'ailleurs c'est un argument du Rassemblement national, de comparer ce que fait la direction du Rassemblement national, ce que font leurs députés, etc., ce que font leurs milices aussi, lorsqu'ils agissent sur le territoire, lorsqu'ils sont violents, etc., avec les 11 millions d'électeurs. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est comme si moi, à chaque fois je parlais, ouais, mais quand même, j'ai tant d'électeurs derrière moi, etc., ça n'a pas de sens. Évidemment que toutes les personnes qui m'ont élu ne partagent pas mot à mot ce que je raconte politiquement, ne partagent pas exactement ma trajectoire politique. Bon, bah ça, au bout d'un moment, il faut aussi arrêter avec ça. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui se laissent convaincre par le Rassemblement national, mais à coup de milliards dans des médias, notamment les médias Bolloré, qui H24 nous servent la soupe des programmes du Rassemblement national, avec le fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à désigner les fascistes. On le voit bien, il y a cette espèce de tambouille politique qui fait qu'on ne se repère plus, même lorsque un de leurs leaders est capable de faire un salut nazi devant la face du monde lors de l'investiture de Donald Trump, même lorsqu'on parle de projet de guerre, même lorsque Bruno Retailleau, par exemple, est capable de dire qu'il remet en cause l'état de droit alors que le monsieur est quand même ministre de l'Intérieur. Enfin, je veux dire, on est dans cette période-là. Et s'il n'y a pas des personnes pour dénoncer ça, bah alors on est foutu. On n'est pas d'accord sur ce point-là et c'est pas grave, c'est aussi ça la politique. Je dis juste simplement qu'on peut pas non plus dire que malheureusement parce que ça nous plaît pas, il faut pas les écouter. Ils sont élus au Parlement d'ailleurs. Est-ce qu'il faut une dose de proportionnelle? Est-ce qu'il faut tout ça? Tu vois, il y a un moment donné, il faut aussi trancher complètement. La situation est là. Mais donc par conséquent, dire c'est des fascistes, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode, mais c'est mon avis. Et je suis désolé, il y a plein de sujets à aborder. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de reclarifier la situation. Tu l'as fait d'ailleurs. Vraiment, c'est important. Non, mais tu l'as fait, tu as le droit de le faire. Plus rien. Juste, il y a deux sujets que je voulais aborder avec toi. Les retraites, d'abord. Oui. T'as travaillé déjà dans ta vie? Oui. Bien tu étais assistant d'éducation. Contrairement à beaucoup de députés ici. C'est pour ça ma question. Citer Jordan Bardella lors du débat des retraites, parce que, bon, on nous le présente. Toi, ton métier, c'était assistant d'éducation, c'est ça? Oui. Alors, j'étais assistant d'éducation durant 5 ans. Avant, j'ai été poissonnier, j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai travaillé en intérim aussi, bon, comme tout plein d'étudiants et de jeunes, en fait, tout court. Au début, on commence par plein de taf. Poissonnier, j'ai bien aimé par ailleurs. Voilà. Et puis ensuite, assistant d'éducation aussi, évidemment, c'était un métier que j'ai affectionné sur tout un tas d'aspects et tout un tas d'autres sujets aussi. Au vu de l'état de l'éducation nationale, forcément, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais un peu en colère et je me suis mobilisé d'ailleurs à travers des grèves. Mais c'est important de le dire parce qu'il y a très peu de travailleurs et travailleuses dans cette Assemblée nationale. Ça peut paraître très bête comme ça, mais il y en a peu. De plus en plus quand même. Avant, c'était vraiment pour un petit peu. Parce qu'on débarque, quoi. Enfin, en vrai, voilà, faut pas se mentir. Le fait est, c'est qu'on est le groupe parlementaire aussi, pour ce qui est de la France Insoumise, le plus jeune de l'Assemblée nationale, en termes de proportion. Ça aussi, c'est pas non plus un hasard. Ça dit quelque chose sur la société. C'est pas que de la représentation à but électoraliste ou politique, c'est parce que ça représente quelque chose aujourd'hui dans le monde. Et oui, moi, j'aimerais même, pourquoi pas, alors on n'y est pas dans cette période-là, mais pourquoi pas qu'il y ait une réforme du type scalée un peu comme font les syndicats. Les syndicats, je crois qu'ils ont, dans le monde de l'entreprise, est représenté à des postes de dirigeants syndicaux proportionnellement par rapport au nombre, par exemple, d'ouvriers qu'il y a dans l'entreprise. S'il y a 80% d'ouvriers, 80% des postes de représentants syndicaux doivent correspondre à 80% des ouvriers. Et toute cette logique, très bien, faisons pareil pour l'Assemblée nationale. Faisons que, effectivement, s'il y a 90% de salariés dans ce pays, 90% de salariés puissent être représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas du populisme, ça? Mais c'est pas du... Non, c'est pas du populisme parce que je le souhaite réellement et puis je viens de là Je sais que je le souhaite, mais c'est pas faire plaisir aux gens parce que non, c'est pas faire plaisir aux gens parce que je suis moi-même concerné, donc c'est pas... je veux dire, je sors pas d'une caste politique qui a justement jamais travaillé de sa vie et qui laisse miroiter que peut-être un jour ce sera ça. C'est que véritablement... à la fois, je représente ça. Et oui, je suis outré lorsque j'entends certains propos à l'Assemblée nationale, comme quoi les jeunes penseraient ceci, penseraient cela, alors qu'en fait, c'est que des vieux, sans leur manquer de respect, qui nous disent ça, que c'est des gens qui disent qu'on ne comprend rien au monde du travail, et qu'on ne comprend rien à cette réforme des retraites, alors que c'est des gens qui n'ont jamais travaillé, ou très peu, ou alors 2 semaines en stage. Dans 64 ans, c'est trop tard pour la retraite? Bardella. Mais bien sûr. Mais on est quand même retour de la retraite à 60 ans. On est quand même, d'accord, mais on est quand même le pays en Europe avec un PIB très élevé, on pourrait comparer avec les autres PIB européens, à partir les plus tôt à la retraite. Ouais, mais le nivellement par le bas, moi je suis pas fan. Comment on le finance alors? Je suis plus proche du nivellement par le haut, mais... Non, mais c'est vrai, c'est comme... Je peux être que d'accord avec toi quand tu dis ça. Souvent, sur les droits du travail, on me dira quand même, le droit du travail en France, il est trop important, tout ça. Ouais, mais en fait, à ce compte-là, en Chine, ils font travailler les enfants, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on peut revenir aussi... Non, mais t'as pas dit ça, je fais exprès de grossir le trait, mais en fait, le nivellement... En fait, sans cesse,
dès qu'on aborde des réformes, que ce soit la réforme des retraites ou d'autres sujets par ailleurs, on nivelle sans cesse vers le bas, avec cette histoire de la dette. Ouais, mais c'est etc., important. qu'on s'en sort plus. Quand on fait de la politique, Oui, on a des responsabilités, mais Raphaël. ce qu'on observe dans ce pays, c'est que ce pays n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui, et qu'il y a des gens qui s'en foutent plein les poches. Et les riches C'est pas le pays et surtout, qui a été riche. les riches C'est les n'ont gens qui jamais été... habitent certains riches. Et les riches n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Le nombre de milliardaires a explosé, de millionnaires qui sont devenus milliardaires a explosé, et le nombre de millionnaires a explosé de gens qui étaient déjà très riches. Par contre, les pauvres s'appauvrissent toujours plus. Donc ça, c'est quelque chose de global qu'il faut bien redire et bien quand même se le mettre en tête, c'est qu'il y a des gens qui ne subissent pas cette crise-là, et au contraire, qui continuent à s'en foutre plein les fouilles. Donc moi, je suis pour qu'on nivelle par le haut et qu'on réfléchisse à comment relancer aussi l'économie, notamment à travers l'augmentation des salaires. Ça va de soi, on nous dit tout va s'écrouler, etc. J'entends, mais tu as bien conscience quand même qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui partent à la retraite. Il y a plus de personnes qui partent à la retraite aujourd'hui que d'entrants sur le marché du travail. Comment on arrive à équilibrer? Pourquoi je te pose cette question? C'est parce que quand même, on a un système formidable et franchement, je le pense vraiment. C'est-à-dire que la France, c'est un système de sécurité sociale, chômage. Tant qu'on n'y a pas été confronté, on ne se rend pas compte de la chance. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Très belle lutte compte tenu nos... Voilà, et c'est des idées de gauche d'ailleurs. Oui, tu bah, vois, tout à fait, bien sûr. les congés payés, tout ça. Et à l'époque, tout le monde nous disait que ça allait foutre l'économie en l'air. Hein. Je suis Et que c'était la dette. Mais là, alors là, on n'est pas dans la même situation. Ouais, mais Comment on il y a arrive quand à même équilibrer ce système aujourd'hui si mécaniquement la durée de vie est plus Il n'y longue? a pas assez de travailleurs par rapport aux gens qui partent à la retraite. Ouais, mais alors comment on fait? Bah, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on licencie des centaines de milliers de personnes? Et notamment à Auchan. Et ça, typiquement, j'ai interrogé la ministre du Travail ce matin en la questionnant. Ouais. Et le fait est, c'est qu'il n'y a pas des grands problèmes économiques, notamment pour le groupe Muliez. Il n'a pas des gros problèmes économiques, puisqu'à l'inverse, il a engrangé des milliards et des milliards de profits récemment. Pas forcément dans la branche Auchan, qui a connu quelques difficultés, mais dans toutes ses branches, parce que un capitaliste, c'est pas seulement un groupe. Malheureusement, c'est que généralement, il a tout un tas de filiales, notamment boulanger, bon, il en a tout un tas. Pourquoi est-ce que typiquement ces emplois ne sont pas reconvertis? Tous les gens qu'il est en train de licencier d'Auchan, pourquoi est-ce que c'est pas reconverti, comme j'ai demandé ce matin à la ministre du Travail, dans d'autres emplois? Bah, elle n'était pas là par ailleurs. Hein. Donc ça, voilà, c'est un peu dommage quand même. On parle de licenciement. Bref, et tout ça pour dire que donc on est dans cette situation où à la fois on nous dit, bah, typiquement sur la réforme. En fait, à chaque fois, il y a une solution. Enfin, à chaque fois, on nous répond à un argument de ce type. Il n'y a pas assez de travailleurs par rapport à nos retraités. Ouais, mais on est capable de licencier des milliers de personnes dans ce pays. Donc il y a un truc qui va pas. Et tout en sachant qu'on pourrait maintenir leur emploi. Mais c'est que simplement. Tu dis qu'il faut faire plus de reclassement? À la place qu'ils font, par exemple, pour ce qui est du cas d'Auchan, ce qui se passe, c'est pas tant qu'ils vont supprimer tant d'emplois que ça, c'est que ça leur permet derrière de reprendre des gens qui faisaient exactement les mêmes tâches, mais à moindre coût, en reprenant des gens au SMIC, en sous-traitant, etc. Donc en fait, si on ne comprend pas la logique qu'est le système capitaliste, qui est toujours faire plus de profit sur le dos des petites gens, sur le dos des travailleurs et travailleuses, alors on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on en est arrivé dans cette situation. Et oui, je pense qu'avec un changement tout à fait, avec une autre vision, on remet de l'argent aussi dans les salaires, dans les retraites aussi évidemment, etc. Tout à coup aussi toute une économie peut se relancer. Même si on fait ça. Et effectivement, il faudrait reclasser plus les gens, avoir une vraie politique du travail, de reclassement des gens qui sont licenciés et tout. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à compenser. C'est mécanique, c'est proportionnel. On n'arrivera pas à compenser. Donc comment on fait? On dit qu'on part à 60 ans. À compenser le nombre de licenciements? Non, à compenser le budget. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à l'équilibrer. Bah alors, comment on fait? Mais alors déjà, je pense que ça limiterait peut-être justement. Enfin, je veux dire, on peut pas d'un côté nous expliquer on n'y arrive pas. Mais donc on continue. Non, mais après on peut assumer. On continue comme ça. On continue à creuser la dette. Mais non, mais on peut assumer. On peut très bien choisir aussi de mettre plus de cotisation patronale. D'arrêter aussi de donner des centaines de millions d'euros. Et là, je le répète pour Auchan, par exemple, on a donné 500 millions d'euros en quelques années à Auchan qui pourtant licencie. Mais c'est des groupes qui créent aussi énormément d'emplois. Bah, manifestement, non, ils en suppriment. Si on prend depuis 2020, ils ont créé énormément d'emplois. Mais en fait, alors on me dit non, là. La problématique qu'on a, c'est qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est qu'on est capable. Oui, mais c'est pas public, Auchan. Il y a un contrôle sur les travailleurs et travailleuses qui est énorme dans ce pays. On est suspecté de tout. Dès que bon, moi, par ailleurs, j'ai été au SMIC et j'ai profité, vous savez, de la prime d'activité. Ouais. Le nombre de jeunes dans ce pays qui n'osent pas aller sur la CAF, qui n'osent pas faire ces démarches-là, et moi le premier, j'ai vraiment hésité, parce qu'ils ont peur que si jamais il y a un problème, si jamais la CAF a trop versé, on est obligé de tout rembourser. Et des fois, des dizaines de milliers d'euros. Parce qu'il y a eu simplement une erreur de la CAF. Ce qui peut arriver, hein. Mais du coup, c'est à nous de rembourser. Nous, on est fliqués. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on demande, peu importe ce qu'on entreprend, les entreprises aussi, mais oui, mais peut-être pas assez. Alors, mais comme tout le monde. Le petit boulanger, je sais qu'il est fliqué. Le petit restaurateur, je sais qu'il est fliqué. Les grands de ce monde-là, les Muliez, les Bernard Arnault, etc., je peux vous assurer que c'est le paradis. Le paradis. Le fait qu'on leur donne des centaines de millions d'euros chaque année
pour l'emploi Mais et qu'on n'ait aucun contrôle dessus. Combien Mais ils on a- payent d'impôts, Mais vous vous rendez compte qu'on n'a aucun contrôle. Ben moi, j'aimerais bien qu'on fasse comme à la CAF. Mais combien ils Si payent dans d'impôts? plusieurs années après, on leur dit bon alors c'était comment pour les emplois? Ah, vous avez viré tant de personnes alors qu'on vous a donné cet argent pour les emplois? Très bien, bah vous nous remboursez. On veut l'argent tout de suite sur la table. Mais il n'y a pas ça. Ouais. C'est des cadeaux sans cesse qui sont donnés, donnés, donnés. Et en plus, il n'y a pas de contrôle dessus. C'est-à-dire qu'on leur donne, on ne sait même pas exactement où ça va. Il y a une opacité, encore une fois, de ce point de vue-là, qui est folle. Et en fait, ces gens-là vivent sous perfusion d'argent public, ni plus ni moins. Non. Bah si, ils vivent sous perfusion d'argent Les public, sociétés à comme- flot, comme- non, mais- boum, 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 boum. non, mais Ils vivent pas que de ça. Qu'ils en aient, mais Ils d'accord. vivent pas que de ça, ils vivent pas aussi de sous l'exploitation de leurs travailleurs et travailleuses. Mais ça, on pourra y revenir. Mais Non, mais dans ces cas-là, Et c'est la fin évidemment- du système- dans ces cas-là, évidemment- c'est la fin du système tel qu'il existe aujourd'hui. vous savez, je suis pas un grand dogmatique. Dire que je me définis pas ni comme trotskiste, ni comme léniniste, ni comme mélanchoniste. Je suis pas un grand dogmatique. Je suis pas. Il faut suivre une pensée politique historique claire et nette. Je m'adapte à ma période et je considère la période telle qu'elle est, avec effectivement l'influence de tout un tas de grands penseurs, de grands leaders de périodes passées. Mais je pense effectivement qu'il faut en finir avec ce système capitaliste qui vise au profit à tout va. Et notamment, il y a une des choses, je pense, qui devrait le plus nous alerter sur le fait que ce n'est plus possible de continuer ainsi et que on fonce droit dans le mur, et notamment avec des Elon Musk, etc., c'est la question des ressources de la planète. C'est que si humainement on est incapable de stopper ce système et de ne pas considérer que quand même il y a des problèmes de questions, mais au-delà de l'éthique et de la morale, même de rationalité dans ce système capitaliste, on arrive à des sommes, mais ça n'a même plus de sens. Ouais. Je veux dire, quand quelqu'un est obligé de faire 13 millions d'années au SMIC pour espérer atteindre la fortune de Bernard Arnault, ça n'a plus de sens. On nous sort des chiffres comme ça, moi je pense que aussi ça participe à la confusion de la période. C'est que les gens s'y repèrent même plus. Avant, les riches, ils étaient riches, mais on arrivait à percevoir un peu leur richesse. Aujourd'hui, ça n'a même plus de sens. On ne comprend plus rien tellement c'est des chiffres faramineux. Ce système n'a plus de sens. Et il y a quand même les ressources, effectivement, cette question de l'écologie, de la planète, des ressources qui ne sont pas inépuisables. Et donc, le capitalisme est confronté à cette réalité. Et donc, oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on doit réellement réfléchir à des alternatives. Quand on vous dit ça, on a l'impression qu'on est utopiste, que machin. Non, je pense que c'est une réelle possibilité. Je pense qu'il y a toute une partie, notamment de la jeunesse, qui en a parfaitement conscience, malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire qu'elle ne serait pas politisée, ou alors qu'elle ne s'intéresse pas, etc. Moi, je pense qu'il y a tout un tas de jeunes qui sont très conscients de tout ça, et je pense qu'on a ce monde-là à construire. Mais encore une fois, moi, Raphaël Arnaud, je ne vais pas vous dire exactement... Alors, j'ai des idées, je partage un programme politique défendu avec mon groupe parlementaire, etc. Je pense que ce sera aux jeunes de construire ça, notamment la nouvelle génération. Il faut qu'on aille dans ce sens-là, en tout cas. Dernier sujet, parce que c'était un peu plus long que prévu, mais c'était intéressant, c'était animé, et je trouve ça chouette. T'aimes le foot? Ouais, j'aime bien le foot, ouais. T'es pour qui? Ah, je donne pas mon club. Pourquoi? Ah non, je donne pas. Tu donnes pas la date de naissance pour nous? Sujet Le club, sensible. tu peux le donner. Ah, là, je peux pas. Là, je peux pas. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, je peux pas. C'est... comment dire? Non, mais en vrai, surtout, c'est pas très... Bon, c'est pas très intéressant, parce que là, on parle politique, mais... C'est en Ligue 1. Ah, peut-être pas. Qui sait? Peut-être en Europe, peut-être au-delà. Ok, d'accord. Non, mais en vrai, oui, j'ai un club, mais ça n'a pas tant d'importance. Par contre, c'est sûr que le foot, je le pratique depuis que je suis tout petit. Tu joues quel poste? J'aime beaucoup ce sport. J'ai joué un peu tout, ailier, milieu, et puis après, je me suis régalé en 6. C'est un peu les derniers postes que j'ai fait. J'adore ça. T'as arrêté là, c'est? Je continue de temps en temps, mais plus par loisir, quoi. Pas en club, etc. Mais ouais, ça me manque pas mal le foot. Et ouais, j'aime beaucoup ce sport. Vraiment, et notamment, ça a été peut-être une de mes premières politisations aussi, puisqu'on est confronté à tout. Vous savez, enfin, tu sais, du coup, sans cesse, on est ramené à ce truc de comparaison entre le foot et le rugby. Déjà, ça m'agace parce que J'ai fait 25 ans c'est de rugby, imbécile. je joue encore. Ouais, mais je trouve ça archi imbécile de vouloir comme ça opposer deux C'est sports. pas les mêmes. C'est pas les. Et on nous dit souvent, ouais, le foot c'est un sport de voyou et tout. J'ai jamais vu ça. Enfin, peut-être une bagarre, j'en ai vu une en 10 ans de foot. Alors oui, des fois, ça s'accroche, etc. Mais pas plus que dans d'autres sports, comme dans le rugby. J'ai des copains qui font du rugby, ils me disent que des bagarres, ça y va bien fort. Sur le terrain. Sur le terrain. Ouais, des fois mais même, c'est vrai même un peu bagarres. au-delà quand même. On voit souvent des images et bon, voilà. Mais c'est pas pour clasher le rugby, bien au-delà. Mais je trouve quand même, il y a un truc envers le foot qui est assez violent, je trouve, dans la façon dont on le traite, etc. Et je suis pour le coup, ouais, pas mal. Ouais, je suis vraiment pas mal reconnaissant de ce qu'est le football, de toutes les histoires que ça a pu traverser. Aujourd'hui, je me reconnais plus trop dans le football professionnel. Pourquoi? Tel qu'il est fait, quoi, avec encore une fois des sommes astronomiques. Mais ça correspond à tout ce que je viens de dire, de l'irrationalité du système capitaliste qui s'est aussi introduit dans le monde du sport, et particulièrement dans le monde du football. Ah, ça me parle plus. En vrai, j'arrive plus à me passionner. De temps en temps, sur des Coupes du Monde, j'arrive un petit peu, mais c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Par contre, match de Coupe de France, il y a un petit club là qui bat les grands et tout. Ouais, ça. Peut-être parce que je suis de gauche, hein, ça. Ah, peut-être un lien. Mais... Ouais, là, ça fait plaisir. T'avais réagi notamment il y a quelques semaines, on va terminer avec ça, sur les supporters du Maccabi Tel Aviv,
qui s'était rendu à Amsterdam et qui avait été chassé dans la ville d'Amsterdam. Oui. Et tu avais tenu cette phrase en disant qu'il venait pour ça, qu'il le cherchait. Ça, pour le coup, est-ce que c'est pas aller trop loin de dire, il y a sans doute une frange, comme dans plein de clubs. C'était eux qui se sont fait. Non, mais comme dans plein de clubs de foot, il y a des malades mentaux, extrémistes et tout, mais il y avait aussi pas le contraire, des papas. Comme à des Amsterdam enfants. d'ailleurs, Amsterdam même, Voilà. le club de l'Ajax Amsterdam, il y a des hooligans complètement barrés. Exactement. Ouais. Mais je veux dire, on n'hésite pas à le faire quand c'est ça, et là tout à coup il y a une instrumentalisation. Mais non, Bah si, une instrumentalisation, et on est un peu à l'heure de la post-vérité. Et d'ailleurs, plusieurs semaines plus tard, il y a des excuses de BFM TV qui avaient quand même utilisé, alors sur Twitter, attention, fallait pas trop non plus montrer leur erreur, mais qui avaient utilisé, mais si vous saviez, je m'arrachais les cheveux. Il y a eu des images de hooligans du Maccabi Tel Aviv qui ont été documentées, qui sont réelles, qui partent en chasse dans les rues d'Amsterdam, en plus sur des motifs racistes, évidemment, parce que c'est des hooligans d'extrême droite, ils sont réputés pour ça, comme il y en a d'autres, des suprémacistes blancs partout en Europe. Ils sont partis en chasse dans les rues d'Amsterdam, notamment attaquer des taxis, etc. Et en fait, BFM TV, pour illustrer les attaques sur les supporters du Maccabi Tel Aviv, ont utilisé les images justement des hooligans du Maccabi Tel Aviv qui attaquaient des gens dans les rues. Pour illustrer les supporters du Maccabi Tel Aviv, tu as utilisé une image photo du Beta Jérusalem. Et pour le coup, le Beta Jérusalem, c'est vraiment des hooligans. C'est pareil. C'est vrai. Tu vois, là, c'est aussi une erreur, premièrement, et deuxièmement, ça a été aussi documenté sur le fait qu'il y avait un réseau de taxis qui avait organisé le fait d'aller les chercher pour les tabasser aussi. Non, mais là, je veux dire, ça a été aussi renseigné. Mais après, je suis pas en train de dire c'est génial que des supporters du Maccabi Tel Aviv se soient fait chasser dans les rues d'Amsterdam. Et j'ai pas dit ça. Bien sûr. J'essaie juste de donner des explications parce que cette espèce de c'est pas justifiable. Mais c'est pas justifiable. Non, mais c'est pas une histoire justifiable. Justement, je suis pas en train de dire c'est justifié. C'est juste moi, je veux dire, je fais de la politique. J'aime bien qu'on me prenne pas pour un imbécile. Et lorsqu'on vient me dire qu'il y a des pauvres supporters du Maccabi Tel Aviv qui tout à coup se seraient fait attaquer, il y en a seulement par motif antisémite, etc. Même s'il y en a. Il y en a. Mais je suis pas en train de dire. Est-ce que j'ai dit qu'il y en a pas ? Non. Ce que je fais par contre, c'est que oui, effectivement, les supporters du Maccabi Tel Aviv qui sont tard dans la nuit, à 50, 100, tous en cagoule, en noir, dans les rues d'Amsterdam, effectivement, ils sont pas venus cueillir des jonquilles, comme je l'avais dit sur Twitter. T'as vu les images de mecs qui se faisaient tabasser au sol, qui étaient tout seuls. J'ai jamais justifié ça. Par contre, ce qui se passe, c'est que j'ai publié par ailleurs des images. Cette fois, je me suis pas trompé avec les supporters du Beta Jérusalem. C'était bien ceux du Maccabi Tel Aviv, qui à Athènes, il y a à peine, c'était il y a quelques mois, c'était maintenant il y a 8 mois, on va dire ça comme ça, qui étaient à Athènes lors d'un déplacement européen pour la même raison, qui venaient une nouvelle fois se battre et qui ont lynché des jeunes parce qu'ils étapeut-être non blancs, parce qu'ils n'étaient pas grecs, ou en tout cas supposés pas grecs, dans les rues d'Athènes. Ils les ont lynchés au sol, en sang, ils les ont laissés pour morts dans la rue, etc. Bah ça, typiquement, ça aurait peut-être été une bonne idée pour les médias de dire oui, par contre, c'est vrai qu'il y a des franges de supporters du Maccabi Tel Aviv. Il y a très peu de journalistes sportifs, vous remarquez, qui sont intervenus dans cette affaire. Peu. Ouais. Que ce soit. On sent que voilà, il y a eu un peu de réserve. Mais parce qu'ils suivent ça depuis des années. Moi, je connais très bien le monde du football. On savait pertinemment ce qui se joue dans les tribunes, ce qui se joue dans les déplacements de supporters de football. C'est pas le simple fait du Maccabi Tel Aviv, c'est le simple fait d'une situation du football où il y a des franges hooligans. Et oui, effectivement, il était bon de rappeler. Qui était derrière un peu le démarrage de ces violences, et ce depuis plusieurs jours en plus. Raphaël Arnaud, merci beaucoup de nous avoir reçus ici à l'Assemblée nationale. Je croyais que les 200 manches, c'était un truc de droite. J'ai entendu ça sur Twitter, ouais. Merci de nous avoir reçus en tout cas ici à l'Assemblée nationale, et puis on reviendra peut-être dans quelques années pour... Oui. N'hésitez pas à revenir voir pour démasquer les fascistes. Okay. Moi je pense qu'il manque d'antifascisme et d'antifascisme dans la période, donc c'est bien qu'on soit là. Donc, Merci beaucoup, à bientôt. Pas de soucis.